Mais tout de suite, place à la musique avec l'ensemble baroque L'Arpeggiata et une irrésistible tarentelle napolitaine. Voilà, merci beaucoup à tous. Alors moi, je suis vraiment très heureux qu'on ait les musiciens de l'Arpeggiata pour commencer cette émission. J'ai l'impression, comment dire, que plus qu'un ensemble, c'est presque un univers de couleurs, de saveurs. On a l'impression à chaque fois qu'on écoute leurs disques, leurs albums, hein, je crois que vous en avez publié plus d'une quinzaine, et vous avez presque 18 ans d'existence, c'est ça, hein. Voilà, vous êtes presque majeur aujourd'hui. On a l'impression à chaque fois de découvrir un nouveau voyage, ce qui me plaît énormément. Et donc, votre spécialité, c'est la musique du XVIIe siècle. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir parmi nous un historien, Franck, tu vas bien nous dire qu'est-ce qui se passe au XVIIe? Il se passe tout simplement l'avènement de la modernité. Mais ce que je trouve incroyable, c'est la variété de ces instruments et leur caractère un peu étrange pour nous. Vous avez notamment, c'est une cithare que vous avez sur les genoux, madame? Non, en fait, c'est un grand luth. Un grand luth. Et on appelle ça théorbe. Ah voilà, c'est ça. C'est la hantise des avions. Est-ce qu'on peut savoir le nom de chacun de ces instruments? Parce que j'espère ne pas être la seule à ne pas pouvoir donner un nom à chacun de ces instruments. Je peux dire les castagnettes et le clavecin? Oui, alors le clavecin, ça c'est Harou. Bon, ça c'est peut-être un petit peu plus connu. La contrebasse? La contrebasse jouée par Boris. Et puis une guitare baroque, c'est ça? Parfait. Et alors il y a cet instrument-là, il est vraiment très particulier. Ça s'appelle un lyrone, c'est ça? Oui. Il y a combien de cordes? Il y a 14 cordes, non? 14 cordes, oui. Et ce magnifique instrument. Instrument avant. C'est un cornet à bouquin. Et Cornet à donc, bouquin. Je vois exactement Nathalie ça. qui est extrêmement intéressée. ça me parce fascine, que... ça Alors, me d'abord, fascine. je dois rappeler que tu viens justement de sortir un bouquin. Oui. Même les légumes ont un sexe. Oui, petite- D'ailleurs, qui en aurait Est-ce que douté? les instruments de musique ont un sexe? J'aimerais le savoir ce soir.
Eh bien, écoute, Nathalie, pourquoi tu n'irais pas justement essayer un petit peu? Je suis certainement la personne de France la plus inculte en matière de musique. C'est ce Donc, qu'on va qu'est-ce qu'il voir. faut faire? Il faut faire l'insecte. Tu le fais bien. Bah oui, je fais. Ça reste sur les lèvres, mais pas entre les lèvres. Ni dans la bouche. Non. Je pense que je suis un cas désespéré. On applaudit quand même Nathalie d'avoir essayé. À toi, bravo. Est-ce que les compositions que vous avez interprétées imposent ces instruments ou est-ce qu'on peut jouer avec n'importe quel instrument Les compositions qui étaient écrites au XVIIe siècle, mais en fait, les compositeurs ne disaient pas il faut jouer ça avec cet instrument-là. C'était D'accord. assez libre, en fait. Cette même tarentelle pourrait donc être jouée avec d'autres instruments, on pourrait en rajouter, en enlever. En fait, particulièrement, cette tarentelle est complètement improvisée. On a juste la ligne de basse, donc cette séquence harmonique. Et en fait, toutes les notes qu'on jouait ne sont pas écrites, en fait. Alors, juste peut-être une chose pour préciser, parce que je pense que ça marque toute la musique du XVIIe, c'est que très souvent, c'est construit sur un cycle d'accords qui se répète sans cesse. Donc là, on a bien entendu Ré, Sol, Fa, Si, et puis Do, Sol, Ré, et on recommence. Et ce qui donne un caractère un peu cyclique et presque un peu obsessionnel, un peu inexorable, et en même temps, il y a toute cette fantaisie qui se met par-dessus. Moi, j'y vois presque une image de la vie, c'est-à-dire que ça se répète tout le temps, et en même temps, c'est tout le temps différent. La pièce que vous allez jouer maintenant, qui est une pièce vocale, se fonde aussi sur un cycle d'accords de la même manière. Hein. Peut-être tu peux le jouer avec le théorbe. C'est que ça. C'est une passe très célèbre au XVIIe siècle, et on appelle ça passacaille. Et Monteverdi, le compositeur qui a écrit le prochain titre, c'est donc écrit pour la voix, improvisé pour les instruments. En fait, c'est l'inventeur de cette passe. Je me trompe ou ça a été repris déjà ce tom 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 It's a road Jack and don't you come back no more no more. C'est ça? Exactement, oui. Alors ça va servir de support au lamento della nympha, c'est-à-dire la lamentation de la nymphe qui est très malheureuse parce qu'évidemment elle voudrait mais ça ne marche pas, ou plutôt ça ne marche plus, c'est ça. Ça marchait plus, oui. Il ne veut plus, fais revenir l'amour comme il était, ou tue-moi pour que je ne souffre plus. Nous accueillons pour la chanter, accompagnée par les musiciens de l'Arpeggiata, Céline Chêne.
si bella fe. Merci beaucoup, magnifique. Comment vous faites avec des musiciens qui improvisent pour garder votre route en fait? C'est vraiment une question de feeling. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait dans l'harmonie, dans l'équilibre aussi des mesures qui sont passées, du rythme. On sent quelque chose qui nous amène à entrer. Et c'est assez magique comme sensation, je trouve. Mais c'est très joli en tout cas. C'est incroyable parce que ça a beaucoup à voir avec les flamencos. Il y a un côté improvisé et tout d'un coup, les chanteurs ou les danseurs sont le moment où il doit commencer, quoi. Et dans le jazz aussi. Ouais. En fait, ce qui fait cette chanson aussi si moderne, c'est que Monteverdi lui-même écrit en dessous du titre, il dit que la chanteuse doit chanter en rubato. C'est la première indication dans les partitions, comme ça, qui donne une liberté à la chanteuse, en fait, comme elle dit, de surfer sur la basse. Le rubato, c'est-à-dire le fait qu'on peut accélérer, ralentir, enfin qu'on n'est pas vraiment prisonnier de la pulsation. Je rappelle pour les téléspectateurs, si on veut un peu schématiser, le XVIe siècle, c'est la musique de la Renaissance, le XVIIe, c'est la musique baroque, qui mord un peu sur le début du XVIIIe siècle. Après, c'est l'époque classique, Mozart, Haydn, Beethoven, et après, c'est le XIXe, c'est le romantisme. Mais le mot baroque lui-même est un mot un peu baroque, si je puis dire, parce que je crois que pour une perle, on emploie le mot du baroque. On dit une perle qu'elle est baroque, ça veut dire quoi? Extraordinaires perles baroques qui sont très irrégulières, en fait. Oui. C'est un peu ça, la musique baroque. C'est, alors pas au sens négatif, mais au sens positif, c'est quelque chose de l'expression, de la fantaisie, de l'imagination, de la couleur. Je vous propose maintenant une troisième pièce, une pièce encore plus libre, plus ironique aussi, puisque c'est une histoire de tarentelle, c'est-à-dire de maladie. Hein, c'est la piqûre de l'araignée. Une pizzica, ça s'appelle pizzica, c'est parce que en italien ça veut dire c'est la tarentule qui vous a mordu. Et donc, le seul moyen, c'est de faire cette sorte de danse de Saint-Guy et de bouger beaucoup parce que, comme ça, on est moins atteint par le venin. Alors, pour chanter cette tarentelle, nous accueillons maintenant le Vincenzo Capezzuto.
Ceci n'est pas un prévu non mesuré, avec ses basses continues complètement déchaînées. Encore nos excuses pour l'harmonie déglandée, mais c'est pas musique ancienne, c'est club méditerranéen. Merci beaucoup, c'était Pizzica di San Vito, interprété par Vincenzo Capezzuto et les musiciens de l'Arpeggiata. Je rappelle parmi vos nombreux albums, celui consacré à Monteverdi, publié chez Erato, et également votre prochain disque, Himmelmusik, c'est-à-dire musique céleste, avec Céline. Et je voulais dire aux Parisiens qu'ils pourront retrouver l'Arpeggiata en concert Salle Gaveau le 2 novembre prochain. Merci beaucoup, merci à tous.